En direct de Paris, je partage avec vous quelques mots de Roland Barthes, L'Empire des Signes, qui relate son voyage au Japon. Je suis actuellement sous le Pont Neuf, le plus vieux pont de Paris. Pourquoi le Japon? Parce que c'est le pays de l'écriture. De tous les pays que l'auteur a pu connaître, le Japon est celui où il a rencontré le travail du signe le plus proche de ses convictions et de ses fantasmes, ou si l'on préfère, le plus éloigné des dégoûts, des irritations et des refus que suscite en lui la sémiocratie occidentale. Le signe japonais est fort, admirablement réglé, agencé, affiché, jamais naturalisé ou rationalisé. Le signe japonais est vide. Son signifié fuit. Point de Dieu, de vérité, de morale, au fond de ces signifiants qui règnent sans contrepartie. Et surtout, la qualité supérieure de ce signe, la noblesse de son affirmation et la grâce érotique dont il se dessine sont apposées partout, sur les objets et sur les conduites les plus futiles, celles que nous renvoyons ordinairement dans l'insignifiance ou la vulgarité. Le lieu du signe ne sera donc pas cherché ici, du côté de ces domaines institutionnels. Il ne sera question ni d'art, ni de folklore, ni même de civilisation, entre guillemets. On n'opposera pas le Japon féodal au Japon technique. Il sera question de la ville, du magasin, du théâtre, de la politesse, des jardins, de la violence. Il sera question de quelques gestes, de quelques nourritures, de quelques poèmes. Il sera question des visages, des yeux et des pinceaux, avec quoi tout cela s'écrit, mais ne se peint pas. Roland Barthes. Si je peux imaginer un peuple fictif, je puis lui donner un nom inventé, le traiter déclarativement comme un objet romanesque, fonder une nouvelle gare à Bagne de façon à ne compromettre aucun pays réel dans ma fantaisie. Mais alors, c'est cette fantaisie même que je compromets par les signes de la littérature. Je puis aussi, sans prétendre en rien représenter ou analyser la moindre réalité, ce sont les gestes majeurs du discours occidental, prélever quelque part dans le monde, là-bas, un certain nombre de traits, mots graphiques et linguistiques, et de ces traits, former délibérément un système. C'est ce système que j'appellerais le Japon. L'Orient et l'Occident ne peuvent donc être pris ici comme des réalités que l'on essaierait d'approcher et d'opposer historiquement, philosophiquement, culturellement, politiquement. Je ne regarde pas amoureusement vers une essence orientale. L'Orient m'est indifférent.
Il me fournit simplement une réserve de traits dont la mise en batterie, le jeu inventé, me permettent de flatter l'idée d'un système symbolique inouï, entièrement dépris d'une autre. Ce qui peut être visé dans la considération de l'Orient, ce ne sont pas d'autres symboles, une autre métaphysique, une autre sagesse, encore que celles-ci apparaissent bien désirables. C'est la possibilité d'une différence, d'une mutation, d'une révolution dans la propriété des systèmes symboliques. Il faudrait faire un jour l'histoire de notre propre obscurité, manifester la compacité de notre narcissisme, recenser le long des siècles les quelques appels de différence que nous avons pu parfois entendre, les récupérations idéologiques qui ont immanquablement suivi et qui consistent à toujours acclimater notre inconnaissance de l'Asie grâce à des langages connus. L'Orient de Voltaire, de la revue asiatique, de Loti ou d'Air France. Aujourd'hui, il y a sans doute 1000 choses à apprendre de l'Orient. Un énorme travail de connaissance sera nécessaire. Son retard ne peut être que le résultat d'une occultation idéologique. Mais il faut aussi que, acceptant de laisser de part et d'autre d'immenses zones d'ombre, le Japon capitaliste, l'acculturation américaine, le développement technique, un mince filet de lumière cherche non d'autres symboles, mais la fissure même du symbolique. Cette fissure ne peut apparaître au niveau des produits culturels. Ce qui est présenté ici n'appartient pas, du moins on le souhaite, à l'art, à l'urbanisme japonais, à la cuisine japonaise. L'auteur n'a jamais, en aucun sens, photographié le Japon. Ce serait plutôt le contraire. Le Japon l'a étoilé d'éclairs multiples. Ou mieux encore, le Japon l'a mis en situation d'écriture. Cette situation est celle-là même où s'opère un certain ébranlement de la personne, un renversement des anciennes lectures, une secousse du sens déchiré, exténué, jusqu'à son vide insubstituable, sans que l'objet cesse jamais d'être signifiant, désirable. L'écriture est en somme, à sa manière, un satori. Le satori, l'événement zen, est un séisme plus ou moins fort, nullement solennel, qui fait vaciller la connaissance, le sujet. Il opère un vide de parole, et c'est aussi un vide de parole qui constitue l'écriture. C'est de ce vide que partent les traits, dont le zen, dans l'exemption de tout sens, écrit les jardins, les gestes, les maisons, les bouquets, les visages, la violence. Le rêve, connaître une langue étrangère, étrange, et cependant ne pas la comprendre. Percevoir en elle la différence sans que cette différence soit jamais récupérée par la socialité superficielle du langage, communication ou vulgarité.
connaître, réfracter positivement dans une langue nouvelle les impossibilités de la nôtre, apprendre la systématique de l'inconcevable, défaire notre réel, entre guillemets, sous l'effet d'autres découpages, d'autres syntaxes, découvrir des positions inouïes du sujet dans l'énonciation, déplacer sa topologie, en un mot, descendre dans l'intraduisible, en éprouver la secousse sans jamais l'amortir, jusqu'à ce qu'en nous, tout l'Occident s'ébranle et que vacillent les droits de la langue paternelle, celle qui nous vient de nos pères et qui nous fait à notre tour pères et propriétaires d'une culture que précisément l'histoire transforme en nature, entre guillemets. Nous savons que les concepts principaux de la philosophie aristotélicienne ont été en quelque sorte contraints par les principales articulations de la langue grecque. Combien, inversement, il serait bienfaisant de se transporter dans une vision des différences irréductibles que peut nous suggérer par lueur une langue très lointaine. Voilà un extrait de ce livre, L'Empire des signes, de Roland Barthes, aux éditions Albert Schiera. À bientôt.